Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En fait, ça va être le début d'une série sur un outil très intéressant pour la virtualisation des services. Cet outil, c'est le Docker. Nous allons commencer d'abord par présenter Docker. En fait, c'est un outil, c'est un projet open source qui permet d'automatiser le déploiement de diverses applications logicielles dans ce qu'on appelle des conteneurs, en fournissant une couche supplémentaire d'abstraction et donc qui permet la virtualisation et qui permet aussi l'automatisation de cette virtualisation au niveau du système d'exploitation. Et en fait, c'est pas limité, mais principalement sous Linux parce que Docker, en fait, les conteneurs, ils peuvent exister aussi sur un système Windows. Donc, la virtualisation, on connaît, hein, mais il y a une différence euh, très grande entre les VM, les machines virtuelles comme on les connaît, et les conteneurs dans Docker. Donc, comment les VM marchent? En fait, tout à fait en bas, on trouve, donc on a une certaine infrastructure qui peut être physique, donc un certain nombre de serveurs, ou bien dans le cloud, ou bien sur un host donné. Et puis sur cette couche, on trouve un hyperviseur. Alors, c'est quoi un hyperviseur? Qui est aussi appelé gestionnaire de virtualisation. C'est un logiciel ou bien une couche matérielle qui permet de créer et de gérer des machines virtuelles sur un serveur ou plusieurs serveurs physiques. Il permet à plusieurs systèmes d'exploitation et leurs applications de fonctionner de manière isolée sur une même infrastructure matérielle, ce qui permet une virtualisation complète des ressources matérielles. Et donc là, je peux avoir différents guest OS, Windows, Macintosh ou bien Apple OS, Linux, etc., etc. Donc, en fait, on peut virtualiser les ressources matérielles telles que le CPU, la mémoire. Donc, je peux affecter une quantité de mémoire aux différentes machines virtuelles, affecter un ou plusieurs corps de CPU, etc., etc. Alors, les deux principaux types d'hyperviseurs, ce qu'on appelle les hyperviseurs bare metal, ça veut dire qu'ils peuvent s'installer sur une machine nue, ou bien, et un exemple de ces hyperviseurs, c'est par exemple vSphere ou bien UCXI de VMware, Microsoft Hyper-V, etc. Donc ces hyperviseurs, ils peuvent s'installer directement sur une machine qu'on vient de recevoir. Pas besoin d'installer d'abord un système d'exploitation. Le deuxième type, justement, ce sont les hyperviseurs de type 2 où ils sont installés sur un hôte et donc ils s'exécutent sur un système d'exploitation hôte. Et donc, des exemples, c'est VMware Workstation ou bien Oracle VirtualBox et il y en a d'autres. Alors maintenant, la différence par rapport à des conteneurs sur Docker. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, on trouve sur une infrastructure donnée, on a un host OS et puis on a un conteneur, un gestionnaire de conteneurs ou bien un container manager. Et justement, c'est Docker qui va jouer ce rôle-là. Et sur ce gestionnaire-là, je peux avoir un certain nombre de conteneurs où on peut avoir différents services, applications, etc. Donc, la différence principale par rapport aux machines virtuelles, c'est qu'on n'a pas de guest OS au niveau des machines dans les conteneurs par rapport aux machines virtuelles. Donc, si on voudrait faire une comparaison, les machines virtuelles entre les machines virtuelles et les images Docker, en fait, ce sont deux technologies de virtualisation qui sont utilisées dans les deux cas pour isoler et exécuter des applications dans
des environnements isolés. Mais il y a 5 différences principales. Donc, première différence, c'est le niveau d'isolation. Donc, dans les machines virtuelles, on a les machines virtuelles qui fournissent une isolation matérielle complète, ce qui signifie qu'elles émulent un ensemble complet de ressources matérielles, et le CPU, et la mémoire, et le stockage, et le réseau, etc. Et donc, pour chaque VM, on a son propre écosystème, donc son propre système d'exploitation, plus tout ce qui tourne autour. Maintenant, dans les images Docker, en fait, on partage le noyau du système d'exploitation, puisque le guest OS est absent dans les conteneurs. Et donc, ils offrent une isolation au niveau du processus, ce qui signifie que les conteneurs partagent le même noyau avec le système hôte, mais sont isolés au niveau de l'espace utilisateur. Alors, cette isolation est moins lourde que celle des VM. C'est pour cela que, en fait, Docker, il a beaucoup du succès, parce que et on va y revenir, c'est beaucoup plus rapide à lancer et à s'exécuter par rapport au VM. Deuxième différence, c'est l'utilisation des différentes ressources. Donc, en raison de leur isolation matérielle, les VM, ils ont tendance à consommer plus de ressources au niveau du CPU, de la mémoire, du stockage, etc. Par rapport aux conteneurs Docker, parce que chaque VM, il nécessite son propre système d'exploitation et ses propres services. Donc, si on a 2 machines Linux, en fait, on doit installer 2 systèmes d'exploitation hôtes avec deux mémoires différentes, attribuer des CPU différents, etc. Alors, par contre, sur les images Docker, les conteneurs, ils sont plus légers en termes de ressources, parce que justement, ils partagent le noyau du système d'exploitation hôte, et donc peuvent fonctionner avec une empreinte. Ils ont besoin d'une mémoire plus petite et des ressources CPU plus faibles. Troisième différence, c'est le temps de démarrage. Donc, c'est évident, donc les raisons sont évidentes. Les VM sont généralement, ils ont besoin d'un temps de démarrage qui est plus long, parce qu'il faut lancer le système d'exploitation, etc., avant d'arriver aux applications. Alors que les conteneurs Docker, ils ont des temps de démarrage très rapides, parce qu'ils n'ont pas besoin de lancer le système d'exploitation, etc. On utilise les ressources du système, du kernel qui est déjà lancé sur la machine hôte. Quatrième différence, c'est la portabilité. Donc, les VM, ils peuvent être moins portables, car ils sont liés à un hyperviseur spécifique. Et bon, il y a toujours des solutions qui peuvent être développées pour passer d'un système à un autre. Mais en général, le déplacement d'une VM d'un environnement hyperviseur à un autre, il peut nécessiter beaucoup de manipulations et des configurations très spéciales. Alors que les conteneurs Docker, ils sont hautement portables, et ils sont livrés avec toutes les dépendances nécessaires sur une seule image. Et là, on va voir la différence entre image et conteneur Docker. En fait, dans une image, on a toutes les informations qui permettent de créer le conteneur sans problème. Et donc, ce qui facilite le déploiement sur les différents environnements compatibles avec Docker. Et cinquième et dernière différence, c'est la gestion des mises à jour et des déploiements. Donc, pour les machines virtuelles, la gestion des mises à jour et les déploiements, il peut être plus complexe, parce que, en fait, la taille et la complicité au niveau des VM est plus importante, et donc, on a besoin de faire des sauvegardes et des restaurations de temps en temps.
Alors que pour Docker, les conteneurs, ils sont conçus justement pour être facilement mis à jour et déployés à l'aide de quelques stratégies telles que l'orchestration de conteneurs. Et là, peut-être on va y arriver hein, avec Kubernetes ou bien une autre technologie Docker Swarm. Et ça permet de simplifier la gestion des applications à grande échelle. Alors, pour résumer, quelles sont les différences entre les machines virtuelles et les images ou les conteneurs Docker? Les VM, ils offrent une isolation matérielle complète, mais ils sont plus lourds en termes de ressources et moins portables. Tandis que les conteneurs Docker, ils offrent une isolation au niveau du processus et ils sont plus légers. Ils ont aussi des temps de démarrage plus rapides et sont plus portables. Donc le choix entre les deux, en fait, va dépendre des besoins spécifiques de chacun et puis des applications qu'on voudrait déployer dans tel ou tel cas et l'infrastructure qui existe. Alors maintenant, nous allons voir la différence entre images et conteneurs. Alors, comment les images ils sont créées? Après, on verra la différence. En fait, il y a deux façons de créer les images, soit à partir d'un blueprint qu'on appelle Dockerfile, c'est là où on met les spécifications de tout ce qu'on voudrait avoir dans notre image. Après, on fait un build, donc à partir de fichiers de configuration Dockerfile, on crée donc une template, hein, c'est correct de le dire, c'est une template où on a toutes les dépendances, tout ce dont on a besoin pour exécuter un service donné. Et une fois on lance une image, en fait, on instancie l'image et l'instanciation s'appelle un conteneur. Okay? Donc, lorsqu'on exécute une image, on peut créer un conteneur. Alors, ce qui est en fait, ce qu'il faut dire, c'est que à partir d'une image, je peux avoir autant de conteneurs que je veux. Donc, à partir de la template, je peux instancier autant de fois que je veux. Et à chaque fois, on va avoir un système qui marche, un service qui est rendu, etc. À partir de la même template, mais qui est complètement isolé. Donc, une image, je répète ce qui a été dit sur la slide précédente. Donc, une image Docker est un modèle de système de fichiers qui est léger, autonome, qui contient tout ce dont un conteneur a besoin pour s'exécuter, y compris le code, les bibliothèques, les dépendances, les variables d'environnement et les fichiers de configuration. Et les images Docker, ils sont statiques et ils sont en lecture seule. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être modifiés une fois ils sont créés. Mais en fait, pour les modifications, on peut toujours créer un Dockerfile et on spécifie qu'on voudrait modifier quelque chose sur une image existante. Par exemple, ajouter de nouvelles fonctionnalités, ajouter des répertoires, etc., etc. Et là, on va créer, hein, générer très simplement une image à partir d'une image existante. Mais les images elles-mêmes, ils sont en lecture seule. Donc, c'est ce que j'ai dit là. Si vous devez apporter des modifications, vous devez créer une nouvelle image basée sur une image existante en modifiant, en créant plutôt un Dockerfile, un fichier de configuration, d'une façon très, très simple. Les images ils sont généralement construites à partir d'un fichier de configuration appelé Dockerfile, ce que j'ai dit, hein, qui spécifie les étapes pour créer l'image ou bien en télécharger à une autre dans repository. Donc, on va voir ce que c'est qu'un repository, etc. On aura aussi l'occasion donc de manipuler un fichier Dockerfile. On va voir comment on peut modifier une image créer une nouvelle image à partir d'une image existante.
Maintenant, le conteneur Docker, c'est une instance exécutable d'une image Docker. Donc, avant exécution, ça s'appelle une image. Et une fois on l'exécute, ça devient un conteneur. Il s'agit d'environnements isolés qui s'exécutent de manière indépendante sur le système hôte. Les conteneurs, ils sont légers. Et justement, une chose très importante pour qu'ils restent légers, il faut, et ça c'est un principe général, il faut avoir un conteneur par service. On peut toujours s'amuser à créer donc une image où il y a plusieurs services en même temps, par exemple un serveur web, une base de données, etc. Mais on préfère, dans le cas de conteneurs Docker, donc en fait, créer autant de conteneurs qu'il y a de services demandés. Donc la raison principale pourquoi ils sont légers, parce qu'ils partagent justement le noyau du système hôte, comme on l'a vu par rapport à une VM. Et puis les ressources du système d'exploitation sous-jacent, ils sont exploités par ces conteneurs. Alors, les conteneurs, ils sont conçus pour être éphémères et jetables. Et donc, lorsque j'exécute une image, en fait, en principe, c'est un nouveau conteneur qui est créé. À chaque fois que je lance, j'instancie donc un conteneur à partir d'une image, c'est un nouveau conteneur. Et lorsque en fait, je termine de travailler avec le conteneur, il est tout à fait en fait possible de le supprimer, puisque à chaque fois que je vais lancer, hein, j'ai la possibilité de relancer un conteneur qui a été déjà exécuté auparavant, qui est toujours présent sur le système hôte, mais en principe, à chaque fois que je crée un nouveau conteneur, que je lance, pardon, l'image, c'est un nouveau conteneur qui est créé. Parfait. Alors maintenant, on va commencer par d'abord l'installation de Docker et on va voir où trouver ce gestionnaire de virtualisation Docker. Donc, nous allons vers cette URL, ou bien on lance Google et puis on cherche Docker Desktop. Donc voilà, je suis sur Firefox. Et dans la recherche, je mets Docker Download. Et là, le premier lien, c'est Docker Container. Alors, comme je suis sur Windows, en fait, il me propose par défaut de télécharger le conteneur pour, pardon, le Docker pour Windows. Voilà. Et ça fait 573 mégas. Et donc, je vais mettre en pause la vidéo et revenir une fois elle est téléchargée. Donc, voilà. Le téléchargement est terminé. Donc, nous allons double-cliquer sur le programme téléchargé. En fait, l'installation, elle est très, très simple. Donc, on va ajouter le raccourci sur le bureau. Voilà, l'installation est terminée. Il nous demande de redémarrer Windows. C'est ce qu'on va faire et puis on va se retrouver après le démarrage. Donc, après avoir relancé la machine et lancé Docker Desktop, j'ai accepté la licence. Et puis là, j'ai un message d'erreur, Docker Desktop WSL kernel version 2 low. Alors, c'est quoi le WSL? C'est en fait Windows Subsystem Linux. C'est ce qui permet en fait d'installer, d'exécuter des machines Linux directement sous Windows sans avoir besoin d'installer un hyperviseur. Alors, donc il y a deux versions. La version
1 et la version 2. Et là, puisqu'il me dit que la version elle est trop basse, ça veut dire que c'est la version 1 qui est installée et qu'il va falloir installer la nouvelle version qui est la version 2. Et donc, on va exécuter cette commande WSL --update. Et puis, nous allons revenir une fois c'est fait. Donc voilà, j'ai commencé le processus de mise à jour de WSL sur cette machine Windows. Donc voilà, la mise à jour est terminée. Alors on va voir si on va arriver à lancer Docker Desktop. Effectivement, voilà, ça marche. Alors, qu'est-ce que je vois sur cette fenêtre? Donc, j'ai ici la barre principale et puis une bande latérale. Et donc là, je peux choisir un certain nombre d'options, hein, comme d'ailleurs c'est ce qui manquait, c'est pour cela que le Docker n'a pas marché dès la première fois, parce que maintenant on a le WSL2 qui est installé, par conséquent on peut lancer notre Docker. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on peut régler à partir de cette fenêtre, par exemple les ressources qu'on peut allouer, comment Docker est intégré à WSL, etc., etc. Et puis, je vais revenir sur la fenêtre principale et c'est là où, en fait, nous allons avoir nos conteneurs. Une fois ils sont lancés, on peut avoir les images qu'on a sur le système, on peut créer des volumes, tout ça, on va le voir en détail. Et justement, la question qui se pose maintenant, c'est comment est-ce qu'on va avoir notre première image?